Monsieur, dame, Tangue Koki. La bataille pour une monnaie crédible, vision d'une monnaie forte, construire des banques centrales crédibles. Et dans d'autres publications que je n'ai pas voulu énumérer ici, Noé Tchani Mwagambita va nous parler du bradage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Que faire pour protéger les intérêts nationaux? Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je voulais commencer par dire que je suis très heureux d'être avec vous ce matin, ici. La RDC, notre pays, est malade, est victime depuis trop longtemps de nombreux malheurs et fléaux, tels que l'insécurité généralisée, les violences, les rébellions meurtrières, les massacres des innocents, les viols des femmes, le tribalisme, le népotisme, les conflits d'intérêts, la corruption endémique, les détournements intellectuels et financiers des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, les vols systématiques des biens de l'État, l'impunité, l'injustice, les lois iniques taillées sur mesure et les violations massives des droits humains. RDC est considéré comme un véritable capital géologique, tant son sous-sol très riche regorge des ressources minérales telles que le cuivre, le cobalt, le coltan, le diamant, l'or, l'uranium et d'autres matières premières que je ne peux pas énumérer ici. Et d'ailleurs, je voudrais demander à Armando, où est-ce qu'il est, de projeter la table qui donne les matières premières congolaises reparties à travers les différentes provinces de la RDC. Donc quand vous regardez ce tableau, vous allez voir que toutes les matières premières, et là on a donné simplement un bref aperçu, toutes les matières premières imaginables se trouvent dans notre pays. J'ai essayé de comparer la RDC, notre pays, avec un autre pays qui est un peu similaire au nôtre, mais à la seule distinction que nous, on fait deux fois ce pays-là, c'est l'Indonésie. On y trouve littéralement le tout, exactement comme ici. Et l'Indonésie fait la moitié de la taille de la RDC, avec une population de 265 millions d'habitants. Et nous, d'ailleurs, on ne connaît même pas exactement le nombre de la population. Mais les estimations que j'ai indiquent que nous sommes aujourd'hui à 105 millions d'habitants. Alors, en regardant ce tableau, il y a du tout, reparti à travers tout le pays. On ne peut pas dire qu'il y a une seule province de la RDC qui est pauvre. Le sous-sol congolais compte un total de 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars américains. Aucun autre pays du monde n'a une telle richesse. Mais malgré l'abondance des ressources naturelles, la RDC est l'un des pays les moins développés du monde, avec un système de gouvernance tellement pourri que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national, mais plutôt dans les poches des individus. Je voudrais demander aussi à Armando de projeter le classement des différents pays du monde en utilisant l'indice de corruption. Comme ça, vous allez voir que le problème que nous avons commence par nous-mêmes. En acceptant la corruption, en acceptant d'être corrompu, et on est corrompu même par des entreprises multinationales quand il s'agit de négocier les contrats avec la RDC. En acceptant la corruption, nous trahissons notre pays. Bon, globalement, vous allez trouver que nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus de la planète. Et ce n'est pas de la réputation que nous devrions avoir en tant que pays. Si nous voulons nous développer, mobiliser des ressources différentes que Dieu a bien voulu nous donner pour les utiliser pour le développement, nous devons mettre fin à ce fléau de corruption, de détournement des fonds publics. Nous devons rétablir de l'éthique dans la gouvernance donc du pays. Chaque année, il est connu que la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement des fonds publics. Et ici,
Je ne parle pas des pertes provenant de la fraude fiscale. Je parle simplement de la perte provenant de la fraude fiscale, détournement des fonds publics. Je n'ai pas fait allusion aux pertes provenant du secteur minier sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Cette hémorragie prive le pays des ressources importantes pour financer le développement et payer correctement les fonctionnaires de l'État, les militaires, les policiers, les agents des services de sécurité, les médecins, les infirmiers, les retraités, les professeurs d'université, les enseignants du primaire jusqu'au secondaire et les étudiants sous forme de bourse d'études. Tout le monde est affecté par la mauvaise gouvernance du pays. Par conséquent, plus de 90% de nos compatriotes vivent aujourd'hui sans eau potable, ni électricité, ni moyens de télécommunication. Le pays est incapable de nous offrir des infrastructures de base et un système éducatif et sanitaire digne de son nom, comme l'a bien fait ressortir la pandémie de coronavirus. Vous avez vu que nos hôpitaux n'étaient pas préparés pour pouvoir faire face à une pandémie si on était atteint à grande envergure. Je ne sais pas comment on allait survivre. C'est Dieu qui nous a sauvés parce que nos hôpitaux ne sont pas en position de pouvoir faire face à une telle crise sanitaire. La croissance économique sur papier, qui a toujours été brandie par des gouvernements successifs de la RDC, cette croissance-là n'est ni inclusive, ni palpable, et surtout, elle ne profite pas à la grande majorité de notre population qui vit dans des conditions infra-humaines. En dépit de ces immenses ressources naturelles et humaines, la RDC a aujourd'hui l'un des produits intérieurs bruts par habitant le plus bas du monde et est classé 224e sur 226 pays d'après Index Mundi qui s'appuie sur les statistiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Quand vous regardez ce classement-là, on a classé les pays en commençant par ceux qui ont le PIB par habitant le plus élevé possible et on descend, allez vite vers la fin parce qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps. Vous arrivez à la fin et vous voyez, c'est visible ou pas? Et vous voyez, 224e, c'est quel pays? République démocratique du Congo. Mais quelle honte! Avec toutes ces richesses dont je venais de vous parler, nous devons être classés littéralement les derniers de la planète. Nous avons échoué collectivement en tant que pays. Le chômage avoisine 90% de la population active et constitue aujourd'hui la cause principale de la pauvreté qui touche 90% de notre population. La pauvreté extrême fait que l'espérance de vie à la naissance n'est que de 50 ans à RDC, contre par exemple 83 ans aux États-Unis d'Amérique et 90 ans à Monaco. En tenant compte du taux de croissance de la population de 3% par an, nous avons besoin de taux de croissance économique plus élevés que les niveaux actuels pour éliminer la pauvreté et améliorer les conditions de vie de la population. Je voudrais maintenant passer un peu de temps en parlant de la genèse de l'exploitation des ressources naturelles au Congo depuis l'État indépendant du Congo. Je ne vais pas répéter ce que Freddy Mulumba a déjà dit, mais je voudrais épingler ici les raisons qui ont conduit à la décadence de l'industrie minière post-coloniale de la RDC en analysant la situation particulière de quelques entreprises publiques dans le domaine minier. Certaines entreprises sont encore en activité et d'autres sont à l'arrêt aujourd'hui depuis les années 1995-97 jusqu'à ce jour. Il s'agit à l'occurrence des entreprises minières publiques suivantes. La Gécamine, la Sodimingo, l'entreprise minière Kisenge Manganèse, Congo Étain, Sominki qui est devenu plus tard Sakima, la Miba, Okimo et Somi Kivu. L'analyse de ces entreprises publiques minières a conduit à la conclusion suivante, que la République démocratique du Congo, notre pays, faute d'une véritable vision stratégique globale et d'une vision de développement du pays, s'est focalisée pendant des décennies post-indépendance à perpétuer l'exploitation des minerais d'après le modèle laissé par les colonisateurs, en produisant des minerais destinés à l'exportation vers la métropole, mais aussi vers les pays développés. À mon avis, il eût fallu une nouvelle orientation
une vision futuriste et une stratégie de développement du pays qui devrait conduire de manière diligente vers la mise en place d'une politique minière nationale d'industrialisation permettant de transformer localement nos mines afin de créer des emplois pour les Congolais et augmenter la production nationale et les exportations de produits semi-finis et finis, génératrices de devises étrangères et réserves d'échange pour soutenir la monnaie nationale et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Nous avons continué à fonctionner comme avant la colonisation. On ne produisait pas pour nous, pas pour nous aider, pour aider notre économie, mais pour aider l'économie de métropole. Une telle stratégie nécessitait l'implication dans son élaboration non pas des amateurs sélectionnés sur base tribale ou provinciale, mais le recours à des vrais professionnels de métiers de génie minier, géologique, chimique, minéralurgique et métallurgique, c'est-à-dire des ingénieurs chevronnés, des scientifiques éprouvés, des juristes distingués et des financiers de premier plan. En d'autres termes, la RDC s'est tirée dans la patte et l'a pêché en ne mettant pas l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. La sous-utilisation des ressources humaines est une des raisons de la décadence de l'industrie minière, mais également de la décadence de notre pays. Maintenant, je voudrais parler un tout petit peu de la période avant et aussi après le code minier de 2002. La période pré-code minier et la période post-code minier ont été marquées par la chute suivie de la renaissance de l'activité minière industrielle de la RDC. La période pré-code minier de 1997 à 2002 est caractérisée par la prise de pouvoir à Kinshasa par l'AFDL de Mzee Laurent Désiré Kabila et la deuxième guerre du Congo à partir de l'année 1998. Cette période est marquée par la partition du pays en 4 zones, dont une zone contrôlée par le gouvernement de Kinshasa et 3 zones sous l'autorité des rebelles à la solde des pays. C'est ainsi que nous avions connu le RCD Goma, qui était l'allié du Rwanda, le MLC, l'allié de l'Ouganda, et le RCD-ML, qui est l'allié de l'Ouganda. Il y a un rapport qui a été préparé par les Nations Unies, qui était publié en 2002 et qui indique que le pillage systématique des ressources minérales de la RDC par les États belligérants impliqués a eu lieu. Les ressources minérales et autres ressources naturelles de l'Est du pays sont alors exploitées par les forces rebelles et les conquérants étrangers. Le Rwanda devint ainsi, par exemple, exportateur du diamant et du coltan d'origine congolaise, alors qu'il ne produit pas ces matières premières-là chez eux. Le Burundi augmenta sensiblement ses exportations d'or importé frauduleusement de la RDC. L'Ouganda devenait exportateur du coltan et du cobalt, alors qu'il ne produit pas ces minéraux en Ouganda. Ainsi, malgré l'avènement du code minier en juillet 2002, les entreprises minières congolaises, c'est-à-dire la Gécamine, Sakima, Congo Étain, Sodiminko et Okimo, se sont retrouvées envahies par des exploitations minières artisanales illicites qui ont écrémé plusieurs gisements destinés à l'exploitation industrielle malgré l'institution de quelques zones d'exploitation artisanale par l'autorité minière du pays. Les mesures entreprises par la mise en application du code minier en vue de la restructuration et de la libéralisation du secteur minier n'ont pas donné des résultats escomptés, particulièrement en ce qui concerne la rentabilisation des entreprises minières publiques et la contribution du secteur minier au budget national. Ces mesures ont conduit parfois à la confiscation des terres des paysans et aussi à l'expropriation sans contrepartie des concessions minières appartenant aux entreprises publiques au profit des nouvelles sociétés minières privées, à la fraude généralisée et aux contrats léonins au détriment de l'État congolais, de ses entreprises ou même au détriment de la population congolaise. D'après la commission instituée en 2007 pour l'analyse de ces contrats léonais, la plupart de tous les contrats miniers signés avec les entreprises publiques et l'État congolais
ont conduit au bradage et à la spoliation du patrimoine minier de l'État avec la complicité soit des autorités de l'État, soit des responsables des entreprises elles-mêmes. Pour mémoire, la Commission avait examiné les contrats de partenariat signés par les sociétés suivantes ainsi que les conventions signées par l'État. La GECAMINE, 30 contrats. La Sodiminco, 6 contrats. La MIBA, 6 contrats. Kizengue Manganese, 4 contrats. Sakima, 5 contrats. Okimo, 10 contrats. Et les conventions signées par l'État étaient au nombre de 4. Cette spoliation du patrimoine de l'État sonna le glas de la mort programmée des entreprises minières publiques, lesquelles contribuaient alors de manière significative au budget de l'État. Les statistiques de la production de ces entreprises illustrent la chute graduelle de la production minière de celles-ci de 1885 à 2002. Quant à la période post-code minier, elle est marquée par la période 2003 à 2006, qui connaît déjà une reprise timide de la production minière industrielle, et particulièrement par la période de 2007 à 2014, où la production minière est d'une manière générale ascendante, spécialement pour le cuivre, le cobalt et l'or. Cette évolution a conduit à la considération suivante. Après la période critique qui a vu la chute drastique de la production minière de la République démocratique du Congo, une nouvelle ère débute au début des années 2000 avec la réforme de la loi minière par la promulgation du code et du règlement minier qui ont ouvert le secteur à des investissements privés qui ont fait décoller la production de manière substantielle. Maintenant, je voudrais vous parler de la prédation du patrimoine minier de l'État. Les résultats de la révisitation des contrats miniers prouvent que, avant l'entrée en vigueur du code minier de 2002, l'État congolais, par l'entremise de ses entreprises publiques ou celles de participation, avait une majorité de parts ou d'actions, détenait un patrimoine minier important, constitué notamment d'importantes installations minières et aussi métallurgiques, et aussi des concessions minières avec des gisements entièrement documentés suite aux recherches géologiques et minières conduites par des sociétés étatiques. Dès la période précédant la promulgation du code minier et surtout après l'entrée en vigueur de celui-ci, cet important patrimoine de l'État a été cédé au privé à travers des contrats léonins par les mandataires publics avec la couverture de leurs mandats politiques. Le produit des transactions irrélatives, ils sont généralement pas enregistrés dans la comptabilité de ces sociétés et n'apparaissent même pas non plus dans le compte du trésor public de l'État. Souvent, les mandataires publics impliqués qui ont négocié avec les entreprises pour vendre les actifs miniers à vil prix et leurs mandats politiques, ils sont récompensés comment? En se retrouvant par la suite dans des postes de gestion de nouvelles sociétés issues de cette prédation de ressources naturelles à ciel ouvert. Je ne voudrais pas singulariser quelqu'un, mais je voudrais juste vous dire que nous avons connu une dame qui a été ministre du portefeuille, qui a négocié la vente des actifs miniers à une entreprise importante dans le domaine minier. Elle fait partie du conseil d'administration jusqu'à aujourd'hui. Conflit d'intérêts. Que faire alors pour sortir le pays de cette situation de prédation où les revenus miniers sont compromis pour plusieurs années à venir, mettant en danger l'avenir même du peuple congolais, de la jeunesse congolaise? Pour sortir le pays de la situation de prédation sans merci de notre pays à potentiel minier élevé, mais réellement classé parmi les plus pauvres du monde, faute de rentabilisation des recettes d'origine minière, il faut les considérations majeures suivantes à prendre en compte pour effectivement augmenter la contribution du secteur minier au budget de l'État afin que la RDC puisse tirer réellement profit de l'exploitation des ressources minérales de son sol et de son sous-sol. Le gouvernement de la RDC et les autorités congolaises doivent lever l'option entre deux politiques alternatives que voici. Soit on laisse les recettes minières échapper indéfiniment au trésor
au compte du Trésor public, soit on prend des mesures courageuses, avec le concours des experts et spécialistes attitrés, de chercher à tout prix le recouvrement de ces recettes minières qui sont perdues. La première option, en vue de répondre aux besoins du développement du pays, conduirait à la recherche de l'aide au développement. Auprès de qui? Auprès des institutions financières internationales que Freddy Mulumba a mentionné tout à l'heure pour avoir conseillé le gouvernement de la RDC à céder les actifs miniers à vil prix. Et nous pouvons aussi obtenir donc des dons ou de l'aide auprès de bilatéraux sur le plan international. Bien entendu, une telle position, une telle alternative, quoique acceptable, elle nous apporte très peu de moyens au vu des besoins de développement de notre pays. Et cette aide est souvent sujette à des conditionnalités allant jusqu'à toucher à la souveraineté nationale et aussi à la fierté d'être congolais. Au contraire, dans le cas où le pays opterait pour le recouvrement des recettes minières qui lui échappent aujourd'hui, celui-ci peut rapidement mobiliser des milliards de dollars américains qu'il peut utiliser pour mettre en œuvre une véritable vision de développement de grande envergure, tel que le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, que je vous ai proposé pendant les élections, mais que vous avez rejeté. Dans le cas d'espèces pour la RDC, une telle étude réalisée sur la contribution du secteur minier au budget de l'État par un ingénieur congolais, à qui je voudrais rendre hommage, M. Raphaël Ngoï. Cette étude a été soumise même au Parlement de la RDC au Sénat, montre que de 2007 à 2012, sur les 41 milliards de dollars américains du chiffre d'affaires généré par le secteur minier, le compte du Trésor public n'a obtenu que des recettes minières de l'ordre de 1 milliard de dollars américains, ne représentant que 2,5% du chiffre d'affaires engagé pendant la dite période par les opérateurs miniers. Vous vous rendez compte? Nous réalisons avec les entreprises minières dans le pays 41 milliards de chiffre d'affaires. Et de tout cela, nous ne recevons que 1 milliard. Mais nous sommes des naïfs. Qui a négocié ce genre de contrat? L'étude montre que ces recettes minières auraient dû pourtant être de l'ordre de 8 milliards de dollars américains, soit environ 20% du chiffre d'affaires du secteur minier, à raison de 1,34 milliard de dollars américains par an. La perte ainsi enregistrée par le compte du Trésor public pour la période de 2007 à 2012 est de 7 milliards de dollars américains, soit environ 1,17 milliard de dollars américains par an, de ce que nous avons perdu. À ce sujet, il faut signaler qu'en 2013, le même expert et spécialiste congolais, qui a d'ailleurs évolué dans le secteur minier pendant pratiquement 28 ans, avait réalisé une autre étude analytique sur la contribution du secteur minier au budget de l'État de 2007 à 2012. Mais pour l'exercice 2013 simplement, où il a poussé des investigations donc très loin, il a constaté qu'il y a une perte en recettes minières de l'ordre de 1,1 milliard de dollars américains par an, pour l'année 2013 simplement. Si cette moyenne est étendue par extrapolation à la période suivante de 6 ans, allant de 2013 à 2018, ces pertes cumulées seraient de l'ordre de 6,6 milliards de dollars américains. C'est l'argent que perd le Trésor public. Et en prenant les deux périodes allant de 2007 à 2018, l'État congolais aurait ainsi perdu des recettes de l'ordre de 14 milliards de dollars américains devant provenir des recettes minières. Mais nous sommes, je ne vais pas utiliser un qualificatif pas très gentil à l'égard de notre peuple, mais nous sommes des naïfs. Pourquoi? Parce que toutes les ressources qu'on pouvait utiliser pour le développement, on les transfère à l'extérieur, au profit des entreprises étrangères. Pourquoi? Parce que la RDC n'a pas été représentée valablement par des dignes fils capables de pouvoir négocier tête à tête avec ce monde extérieur. La question que nous nous posons est la suivante. Est-ce que le pays peut être à mesure de recouvrer ses recettes aujourd'hui qui lui échappent? En tout état de cause, et pour le développement de la RDC, j'estime personnellement que le recouvrement d'un tel pactole est tout à fait possible. Il faudrait pour cela de la volonté politique collective de tout le peuple congolais et surtout de ses gouvernants. Car en principe, les contraintes de règlement financier du pays et les moyens légaux
existent pour permettre un tel recouvrement de recettes perdues? La question qui vient à l'esprit par la suite est celle de savoir, enfin, jusqu'à quand la RDC continuera-t-elle à recourir à l'aide du développement, parfois de quelques millions de dollars américains seulement, tout en ne cherchant pas agressivement à récupérer les 14 milliards de dollars américains des recettes minières qui lui échappent aujourd'hui, rien qu'en considérant la période allant de 2007 à 2018. Pour moi, la récupération de ces recettes minières, du point de vue légal, est encore possible pour permettre le décollage économique du pays et la lutte contre la pauvreté extrême dans laquelle croupit la population congolaise et qui est la cause principale de la fuite des jeunes Congolais vers d'autres cieux mieux nantis. Je voudrais arriver à la conclusion de mon propos. Pour accroître la contribution des mines au développement du pays, la RDC doit changer de vision et d'approche, car plusieurs entreprises minières opèrent dans le pays, mais l'on ne voit pas leur contribution réelle au développement. Nous devons inventorier aujourd'hui toutes les entreprises minières, privées et publiques, et réévaluer au cas par cas leur contribution en termes d'impôts, d'emploi, de production et transformation des matières premières en produits semi-finis et produits finis. Nous devons revisiter certaines clauses du code minier pour accroître sa contribution effective au développement du pays. Nous devons réexaminer tous les contrats miniers, toutes les concessions minières et tous les permis d'exploitation minière en privilégiant bien sûr l'intérêt supérieur du pays et du peuple congolais. Pour ce faire, je recommande que l'on mette en place une commission à 5 pieds, incluant le gouvernement, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, la justice congolaise, les organes de contrôle, c'est-à-dire l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes, et la société civile, incluant bien sûr l'élite congolaise. Cette commission passera en revue tous les contrats miniers, sans exception, et va les renégocier avec les investisseurs étrangers concernés de façon à rétablir le peuple congolais dans ses droits, tout en préservant bien sûr les intérêts raisonnables de toutes les parties prenantes, y inclus les investisseurs étrangers. Pour clôturer, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre avec moi une interview récente réalisée par M. Albert Yuma, président du conseil d'administration de la GECAMIN depuis près de 2 décennies. Cette interview sera suivie par ma réponse. Je vous remercie. Un pays qui est premier producteur mondial de cobalt, premier producteur africain de cuivre, producteur de diamants, producteur de zinc. On va arrêter là l'inventaire. Il est à la tête, il est le président de l'entreprise qui a la gestion de l'ensemble de ces minéraux. Il est également le président de la Fédération des entreprises du Congo. Nous recevons aujourd'hui M. Albert Yuma Mulumbi. Bonjour M. Mulumbi. Bonjour M. Alain Foucault. Comment peut-on expliquer, vous qui êtes président de la GECAMIN, la Générale des carrières et des mines du Congo, que l'on ait autant de richesses et qu'il y ait autant de Congolais qui vivent avec moins d'$1 par jour? Je pense que c'est la conséquence de mauvais choix ou d'orientations qui ont été dictées fin des années 90, début 2000, quand, à la suite effectivement de l'environnement politico-social que vous connaissez, l'État congolais a été contraint, sous le conseil de ses partenaires multilatéraux et même bilatéraux, de céder la majorité des actifs miniers à des partenaires étrangers, sous l'espoir que ça générerait des revenus, comme je dis souvent, du lait et du miel pour le peuple congolais. Ce n'est jamais arrivé. On a envie de comprendre. Quand vous dites les partenaires multilatéraux et bilatéraux, c'est eux qui décident que le Congo doit céder ses richesses à d'autres. Qui sont ces partenaires multilatéraux? Fin des années 90, vous connaissiez la situation politique et sécuritaire du pays. L'État était financièrement exsangue et les entreprises minières aussi du pays étaient techniquement à bout de souffle parce que durant les décennies antérieures, l'État actionnaire, par une certaine boulimie, leur avait privé de ses fonds pour réinvestir, se développer. Et puis elles avaient été toutes contraintes de contribuer aux efforts de guerre d'une façon ou d'une autre. Alors qui sont ces partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décident de céder vos richesses à des entreprises? Qui conseillent, qui vous disent,
vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise Gécamine, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la Gécamine subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la Gécamine, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Roachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui. Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères, aux filiales de ces entreprises étrangères et aux maisons mères qui commercialisent les productions. Est-ce que sur toute la ces chaîne de entreprises valeur ne profitent pas du grand désordre politique qu'il y a dans ce pays depuis les indépendances? Oui et non. Il y a notre propre incapacité à gérer nos ressources nous-mêmes, à toujours penser qu'on est mieux conseillé par des idées qui viennent de l'extérieur. Mais c'est vrai aussi par une certaine gabégie de l'État, qui au moment où les revenus étaient là, on ne les a pas réinvestis. Mais ceci étant, on a pris des actions. En 2018, on a révisé contre l'avis de toutes ces entreprises minières. Je dis bien contre, avec une opposition farouche, on a révisé le code minier de 2002 qui était trop avantageux et qui donnait tous ces avantages dont je vous parle. Rembourser d'abord les investissements, faire de l'amortissement accéléré, c'est tout ça qu'on a changé en 2018. Le monde entier est dans un réel besoin de cobalt pour la construction de nos téléphones portables, pour les véhicules électriques, bref, pour l'ensemble des batteries que l'on utilise de plus en plus. Et on découvre que, là aussi, le cobalt n'appartient pas au Congo. Effectivement, et c'est ça qui me choque, moi. Quand on parle d'exportation de cobalt, on dit ah, le groupe Glencore a exporté autant, le groupe TFM a exporté autant, Sicomine a exporté autant de cobalt, mais on oublie de citer que c'est le cobalt du Congo et les gisements étaient donnés par une entreprise congolaise, Gécamine. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a exporté près de 100 000 tonnes. Quels sont les revenus pour l'État congolais? On va nous dire cette année-ci, oh, l'État congolais va bénéficier de plus ou moins 1,3 milliard. Mais sur 15 milliards d'exportation, c'est peanuts. Alors, ce que nous avons décidé, puisque selon les conventions, on ne peut pas unilatéralement changer les partenariats industriels, il y a un volet du cobalt que nous pouvons récupérer. C'est ça que le président Tshisekedi a décidé en 2019. Commençons par récupérer ce qu'on peut récupérer sur le cobalt artisanal. Cobalt artisanal qu'on ne vend pas sur le marché, puisque ce cobalt artisanal utilise les enfants pour travailler, utilise les femmes enceintes, et qu'il y a régulièrement des accidents là-bas. Mais c'est à la suite justement d'un accident en 2019, au moment où il était au Katanga, que le président Tshisekedi a pris la décision de prendre en main la gestion et de mettre des règles dans le cobalt artisanal, qui représente entre 25 et 30% de tout le cobalt produit et donc exporté. Mais ce cobalt-là est exporté de façon illicite. On l'appelle le cobalt du sang. Non, on l'appelle le cobalt sale ou impropre, parce qu'effectivement, à ce moment-là, et ça a entraîné une mauvaise réputation pour l'État congolais. Il est mort, et les gens travaillent dans des conditions inacceptables. Et ce qui a été décidé en 2019, sur les orientations du président Tshisekedi données au Premier ministre, de travailler avec la Gécamine et son cabinet pour mettre en place une structure qui va maintenant réglementer l'exploitation du cobalt artisanal avec 3 conditions essentielles.
interdiction du travail des enfants, interdiction du travail des femmes enceintes ou des femmes mineures, exigence de préparer le site sur lequel les mineurs artisanaux vont travailler et sécurisation de ces travailleurs artisanaux en leur donnant les équipements de protection. C'est l'objet de la création de l'entreprise générale du cobalt. C'est bien ça l'objet de la création de cette entreprise. Qui possède cette entreprise? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Trafigura. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre à Paul pour donner à Pierre, finalement? Non, c'est justement, on ne va pas faire la même erreur de ces partenariats industriels sur lesquels je reviendrai peut-être et dont on se plaint. Non. Entreprise générale du cobalt est une filiale à 95% de Gécamines et à 5% du gouvernement à travers le ministère du portefeuille. Trafigura n'est qu'un partenaire financier et commercial. C'est-à-dire que Trafigura nous prête l'argent pour démarrer et structurer les activités et nous le rémunérons pour trouver des clients pour EGC. Mais le vendeur de ce cobalt, ça sera EGC qui décidera parmi les 4 ou 5 clients. Du cobalt. Voilà. Si Trafigura nous présente 4 ou 5 clients, je dis par exemple Tesla, BMW ou Samsung, qui fabrique les véhicules électriques. C'est EGC qui dira, je suis d'accord, mais à telle condition. Et le produit de cette exportation reviendra 100% au Congo. C'est ça la grosse différence. Si nous appliquons très bien ce que nous venons de prendre comme mesure sur le cobalt, nous pouvons dégager sur une année 2 à 3 milliards de recettes supplémentaires et on peut faire venir d'autres partenaires pour créer un fonds souverain dès la première année de 5 à 6 milliards. Ce fonds souverain devrait être constitué par une structure indépendante et de personnalités indépendantes, avec des projets qui ont été présentés par le gouvernement, dont des projets d'infrastructure, validés par l'Assemblée nationale pour qu'on ait les moyens nous-mêmes de commencer à financer nos projets d'infrastructure avant d'entendre que ce soit les partenaires multilatéraux qui arrivent. Ils ne développeront jamais notre pays et ils ne financeront pas nos infrastructures. Alors, pour finir sur ce chapitre-là, M. Youma, est-ce que les Congolais doivent se dire, tant pis, il ne nous restera plus que 25% de nos mines, il n'y a plus rien à faire par rapport à toutes ces grandes firmes qui sont arrivées et qui possèdent finalement les richesses du Congo, qui sont propriétaires du Congo, si je prends un raccourci? Non, non, pas du tout. Ce que nous disons, c'est une première étape. Parce que nous avons d'abord voulu régler 2 problèmes majeurs dans le secteur artisanal, qui étaient les conditions de vie et de rémunération de nos concitoyens qui travaillaient dans des conditions misérables. On va les encadrer, mieux les rémunérer, et l'État va mieux maîtriser le flux d'exportation et donc les revenus. Ça, c'est la première. Deuxième partie, à côté de EGC, l'État a mis en place ARECOMS, qui est l'autorité de régulation, qui va veiller à ce qu'effectivement, toutes les entreprises du secteur industriel soient conformes aux règles que nous allons édicter pour produire et exporter. Et à terme, que ce que nous voulons, et je le dis très clairement, se contrôler en tant qu'État congolais le volume produit et exporté, y compris le volume industriel, et déterminer les prix de vente au final sur le marché mondial. Je ne suis pas ici pour défendre une institution quelconque. Je suis ici pour le compte de la RDC. Mais je voudrais vous dire que du temps, les 30 années que j'ai passées à la Banque mondiale, j'ai rencontré des gouvernements qui négociaient sérieusement des choses en faveur de leur peuple. Mais le gouvernement de la RDC, parfois, ou le plus souvent, on a envoyé des gens qui viennent à Washington pour être impressionnés par la beauté des bâtiments et qui laissent pratiquement tout au profit donc de l'autre camp. C'est ça qui nous est arrivé ici. Encore une fois, notre pays, si on veut changer la donne pour l'avenir, mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sortons de ces histoires tribales-là, de dire que telle compagnie doit être gérée par les ressortissants de tel coin. Quand nous faisons ça et que nous avons des gens qui ne sont pas compétents, nous sacrifions le pays, nous sacrifions l'intérêt du peuple congolais. Ça, c'est la première leçon à tirer de cet épisode. Mais 2, les dégâts, lorsque Albert Youma dit que on nous a conseillé de céder les actifs miniers auprès des entreprises qui apportaient des capitaux. Moi, je voudrais qu'on puisse relativiser les choses. Quand on veut signer un contrat minier, il y a 2 camps. Le camp de l'entreprise étrangère, qui amène quoi? Ils amènent l'expertise, les capitaux et les équipements. Il y a aussi le camp de la RDC qui amène quoi autour de la table? Et ça, il ne semble pas pouvoir le reconnaître. Nous amenons les réserves de nos matières premières. Ces réserves-là, ça vaut des milliards. Dans les négociations avec des firmes étrangères, on doit mettre en balance non pas simplement les capitaux qu'ils apportent, l'expertise et les équipements. On doit tenir compte aussi que sans nos réserves, elles ne peuvent rien faire. Moi, je suis partisan de la théorie des partages de production.
C'est-à-dire, vous amenez vos capitaux, vous pouvez investir pour avoir 51%, 49% ou 51% maximum dans la compagnie qui a été créée. Mais nous, en tant que pays, à cause de nos réserves que nous apportons, nous devons contrôler au moins 49 à 51% du capital. Comme ça, on est quitte. Donc chacun a sa part. Si on avait cette formule-là, en regardant tous les profits, vous vous rappelez, je vous ai parlé tout à l'heure d'un chiffre d'affaires cumulé de 41 milliards de dollars. Ça veut dire que ce qui revenait à la RDC, si on utilise cette formule, c'est environ 20 milliards de dollars. Par contre, nous avons reçu combien? 1 milliard. Je crois que nous nous sommes tirés dans la patte. C'est pour cela que je voudrais demander à notre gouvernement qu'on n'ait pas peur, qu'on puisse mettre en place une commission de renégociation de tous ces contrats. Qu'on aligne les meilleurs d'entre nous pour parler avec ces firmes multinationales, qu'on renégocie ces contrats de façon à rétablir le peuple congolais dans ses droits. Si nous le faisons, vous allez voir que la contribution du secteur minier au budget national sera beaucoup plus importante que les modiques 2,5% que je vous ai présentés tout à l'heure. Je vous remercie. Hommage aux deux éminents professeurs qui ont fait une présentation vraiment qui nous apprend tous conscientiser, je l'espère. Alors moi je m'appelle Koudia Samake, je suis apprenant à l'Institut facultaire de management public à William Booth. Je suis apprenant en M1 management public et ma question portait sur une problématique dont j'ai encore été évoquée ce matin dans une émission. Alors, il s'agissait de la guerre entre les États-Unis et la Chine qui passerait par la RDC au travers justement de la révision des conseils publics. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'expert? Est-ce que vous pensez qu'il s'agirait en réalité cette révision, cette remédiation du contrat minier, ce serait en réalité une impulsion des États-Unis qui passerait par la RDC pour contrer son adversaire commercial, je vais dire ça comme ça, la Chine. Est-ce que c'est le cas? Merci. Et encore une fois, merci Freddy Mulumba pour votre combat, votre persévérance dans l'édification des Congolais. Et merci aux deux grands éminents professeurs. Je m'appelle Angèle Makombo, je suis femme politique, mais j'ai une autre casquette, je suis membre du Conseil économique et social, j'œuvre dans la commission environnement et ressources naturelles. Et il y a une dizaine de jours, M. Yuma, le président Yuma est venu au Conseil faire un exposé. Et au terme de l'exposé, j'avais aussi vu son interview que j'ai revue ici. Au terme de son exposé, j'étais totalement déprimée. Parce que ses conclusions, c'était, oui, pendant des décennies, la RDC n'a rien gagné. C'est pas notre faute. On nous a forcé un peu la main, on nous a conseillé etc. Ce que le professeur Chani a dit. Et je l'écoutais déprimé parce que moi, je me disais, non, ce qui a manqué dans ce pays, c'est la volonté politique. Et j'ai pensé, j'avais lu là-dessus l'exemple du Botswana. Ponsango y a fait un peu allusion au Botswana ou à l'Angola. Le Botswana, son histoire du diamant, il avait dit non. Quand on lui a voulu imposer certains termes, il dit non. Alors nous gardons nos diamants sous terre. Eh bien, les autres ont dit mais vous n'allez pas vous en sortir. Eh bien tant pis, on ne va pas s'en sortir. Eh bien laissez-moi vous dire, les multinationales sont revenues. Donc je me disais volonté politique. Et j'ai été en fait conforté dans ma position quand j'ai entendu le chef de l'État. Donc je ne suis plus déprimé. Hein, il a dit, il veut du win-win. Il a dit, c'est pas normal que les Congolais continuent à être pauvres alors qu'on a des richesses. Donc je me sens regaillardi. Et messieurs les professeurs, merci aussi parce que vous contribuez à ça. Je me sens enrichi, je me sens plus forte en sortant d'ici. Mais j'ai quelques questions. Le Botswana a pris cette position pour son diamant. Est-ce que nous, en tant que pays, on ne peut pas imaginer, tout en nous battant justement pour faire changer les choses,
penser à une sainte alliance ou un regroupement des pays africains. Les autres ont fait comment? L'Angola fait comment? Le Botswana fait comment? Voilà, donc voir n'est pas seulement se battre seul. Je me posais cette question. Dr Tchani a parlé de recouvrement. Il est temps de recouvrer, etc., ce qu'on a perdu. Ma question, est-ce que vous parlez de recouvrement rétroactif ou bien vous parlez de à partir de maintenant? À partir du moment, donc peut-être ça ne serait pas le mot recouvrement. Et le président Youma disait que ça serait difficile de renégocier parce qu'il faudrait des gros cabinets d'avocats qui coûtent beaucoup trop cher, etc., etc. Et il a proposé ce qu'il a appelé, je crois, la compagnie du cobalt, quelque chose comme ça, pour le cobalt artisanal. Il dit au moins là, nous serons maîtres, nous n'allons pas perdre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ensuite, une autre question, voilà. J'ai entendu récemment l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Herman Cohen, qui dit qu'il est peut-être temps d'impliquer la CPI. La CPI doit s'occuper de ces hommes d'affaires, notamment il évoquait un en particulier, un Israélien, qui est impliqué dans des... Il a qualifié ça activité criminelle transnationale. Donc, dans les mesures que vous avez proposées, M. Tchani, est-ce que c'est aussi une option? Ensuite, vous avez parlé de ce groupe de réflexion, commission, où il faudrait gouvernement, parlement, etc. Il faudrait de solides avocats d'affaires. Et une question, peut-être la dernière, au professeur Ngoï. Je voudrais savoir combien, nous sommes un grand pays minier, nous sommes, comme le président l'a dit, Félix Tshisekedi, nous sommes la capitale mondiale du cobalt. Combien de géologues formons-nous par an? Parce que dans les mesures que Dr Tchani a proposées, je pense qu'il faut mettre aussi l'accent là-dessus. Il y en a assez de toujours faire recours à ces experts internationaux, ces ingénieurs internationaux. Regardez-moi ça, il y a plein de jeunes dynamiques, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas les pousser vers ce genre de filière? Voilà, combien nous en formons par an? Et j'avais tellement d'autres choses à faire, mais je m'arrête là. Mais vous avez oublié une grande ressource que nous avons, c'est l'eau. Et vraiment, ça aussi, c'est un combat qui pointe à l'horizon et il faut se préparer en conséquence. Les terres agricoles. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas passé là, je vous ai suivi de près. Parfois et comment c'est façon et c'est les façons, ça c'est l'économie sous-développée dans toute sa spécificité structurelle. Je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants qui ont soulevé des points extrêmement importants qui nous poussent à réfléchir et à approfondir la réflexion que nous menons dans ce domaine précis. Je voudrais commencer peut-être par la dernière question. Pourquoi et comment se façonne, si je vous ai bien entendu, l'économie? Parfois et comment se façonne et se refaçonne sans cesse développée dans toute sa spécificité structurelle. Oui. C'est une très bonne question. En fait, votre question se trouve au cœur de ce que nous devons faire en tant que pays. Vous avez bien suivi que nous sommes un pays doté de beaucoup de potentialités, de ressources naturelles. Il n'y a pas deux pays comme ça dans le monde. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons environ 1100 minéraux métaux précieux différents d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée de comparaison, c'est comme prendre
l'économie américaine mélangée avec l'économie de l'Union européenne. Et nous sommes la RDC capable d'avoir une économie plus puissante que ça. Mais pourquoi est-ce que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui? Ma réponse est que nous avons péché en ne faisant pas ce qui devait être fait ou ce qui a été fait par d'autres pays pour se développer. La première des choses, c'est que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, dans un secteur aussi important comme celui des mines, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas pensé à avoir un modèle de développement d'un pays devenu indépendant, souverain. Par contre, nous avons continué à fonctionner comme avant l'indépendance. Avant l'indépendance, toutes les entreprises publiques minières étaient mises en place, pas pour nos besoins locaux, étaient mises en place pour alimenter l'économie de la métropole. On produisait, on exportait à l'extérieur. La transformation de nos produits finis était faite à l'extérieur. Vous vous rappelez qu'à l'époque, il y avait une entreprise qu'on appelle la métallurgie sidérurgique de Hoboken. Moi, je suis allé visiter Hoboken. Je suis allé, vous m'entendez? Je suis allé visiter Hoboken en Belgique il y a quelques temps quand j'étais étudiant là-bas. J'étais choqué de voir combien d'emplois étaient créés pour les Belges. Mais quand on regarde, je me disais, mais où est-ce que vous trouvez toutes ces matières premières-là? Le tout venait de la République démocratique du Congo. Donc on créait des emplois en Belgique, on contribuait à générer une production importante qu'on vendait pour gagner des devises étrangères, soutenir la monnaie belge. À l'époque, c'était le franc belge. Mais entre-temps, nous, ici au Congo, qu'est-ce qu'on avait? Le chômage. La population congolaise n'était pas servie. La production nationale n'y était pas. On travaillait pour eux. Mais quand nous sommes devenus un pays indépendant en 1960, au lieu de changer de vision et de stratégie, pour commencer, rien que de façon même rudimentaire, à produire localement, en transformant localement ces matières premières congolaises qu'on exportait à l'extérieur à l'état brut, nous avons continué le même modèle. Et ça n'a pas encore changé fondamentalement jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'utilisation des ressources humaines. En 1960, on n'avait pas autant de ressources humaines qualifiées comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui que nous avons, que le professeur Émile Ngoï étant éminent professeur, ont contribué à former ces ressources humaines. Et nous servent à quoi? On forme des étudiants et quand ils terminent, moi, je suis choqué de voir que 95% des étudiants formés trimballent dans la rue comme dans un pays où il y a tout à faire. Nous n'avons pas réussi à connecter l'éducation avec les besoins réels du marché d'emploi dehors et de production pour que nous puissions utiliser à bon escient ces ressources humaines nombreuses que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons travailler d'arrache-pied pour que ces taux de croissance soient beaucoup plus élevés que le niveau de 4% qui permet d'entretenir le niveau de pauvreté que nous avons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je fonde mon espoir sur la possibilité d'avoir des taux de croissance beaucoup plus élevés? Vous savez, l'Angola ici à côté, l'Angola a eu des taux de croissance de 26% un moment. Nous sommes capables de le faire parce que nous partons d'une base littéralement nulle. Nous pouvons produire plus, avoir des taux de croissance peut-être qui pourraient avoisiner donc les 20%, peut-être stabiliser autour donc de 15%. Mais nous sommes capables donc de cette grande capacité de production. Donc je pense que si nous faisons ces choses-là en plaçant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en ayant une véritable vision de développement et en adoptant des politiques qui fassent du sens, qui sont cohérentes. Pourquoi? Parce que le Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des politiques qui ont évolué en dents de scie. En dents de scie, pourquoi? Parce que tantôt nous sommes une économie libérale, nous voulons attirer des investissements, et tantôt on devient une économie sociale du marché, une économie sociale du marché où on fait le contraire donc de l'économie libérale, et il n'y a pas eu donc une vision claire de comment le Congo donc évoluer. C'est pour ça que je pense que les réformes à faire ne doivent pas se limiter simplement au secteur économique. Nous devons avoir une vision d'ensemble. Il y inclut la réforme de la situation politique. Quel est ce pays-là qui va se développer avec 800 partis politiques? Quel est ce pays-là? 800 partis politiques, je ne connais pas la différence entre parti A et parti B. La seule chose que je sais, c'est que le meilleur parti, c'est la force du changement que moi je préside.
Alors, réformons la vie politique. Regardez ce que les Américains ont fait. Vous savez ce que les Américains ont fait? Les Américains, ils ont deux grands partis politiques, les démocrates et les républicains. La différence entre ces deux-là, elle est très minime. C'est peut-être l'accent que ce parti met sur les questions sociales et l'autre parti met sur les questions du capitalisme, du marché et consorts. Mais globalement, il n'y a pas de changement, de grands changements lorsqu'il y a alternance au sommet de l'État. On trouve que le peuple américain continue à fonctionner sous les démocrates et sous les républicains de la même façon. Et vous allez partout, comme le professeur Émile Ngoï l'a dit tout à l'heure, vous allez trouver qu'en ville comme dans les campagnes, la vie elle est plus ou moins la même. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une vision de développement, ils ont voulu créer aux États-Unis les mêmes conditions de vie partout, que ce soit en Californie, à New York, à Washington, au Texas. Vous allez partout, dans les campagnes tout comme dans les villes. Vous allez trouver donc les mêmes conditions donc, de vie. Si nous adoptons cette façon de réfléchir là, nous allons faire des réformes qu'il faut pour remettre le Congo sur la bonne voie, en commençant par les réformes politiques, en commençant en touchant les réformes économiques, les réformes donc d'orientation, de vision, de développement que nous devons avoir pour que tous les Congolais regardent dans la même direction. Moi, je suis sidéré. Ne m'appelez pas politicien parce que je ne suis pas l'un d'entre eux. Mais je suis sidéré lorsque je vois notre pays. On termine les élections. 2 ans après, nous sommes en train de parler des élections passées. Nous ne voyons pas l'avenir. Quand est-ce que nous allons oublier le passé, tourner la page et commencer à se concentrer sur la reconstruction véritable du pays pour que tout le monde s'embarque dans une certaine vision pour se mettre au travail et changer les choses. Donc, voilà plus ou moins ce que je peux dire pour répondre donc à votre question qui était une question très importante. Et je voudrais vous saluer. Il y a eu quelques questions importantes soulevées par ma consoeur, ma soeur, Angèle Makombo, que je salue, parce que je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Angèle était aux Nations Unies et moi j'étais à la Banque mondiale à New York. Et chaque fois que j'allais à New York, donc je restais chez elle. Et chaque fois qu'elle venait à Washington, elle restait chez moi. Donc c'est bien qu'on se retrouve donc ici. Oui, vous avez parlé donc de Yuma, Albert Yuma, qui blâme les institutions internationales. Et vous avez ajouté que est-ce qu'on n'a pas manqué de volonté politique? Moi, quand j'ai vu cette interview de Yuma, j'étais très furieux. Je me suis dit, mais est-ce qu'en tant que pays, nous savons ce que nous voulons faire? Quelqu'un qui a été PCA de la Jérémie depuis combien? 20 ans? Oh, non. 12 ans, quelque chose comme ça. Plus de 10 ans. Et qu'il vient aujourd'hui faire un aveu d'échec. Il fait l'aveu d'échec et nous le suivons et on le laisse dans cette place-là pour qu'il puisse continuer à faire les mêmes dégâts pendant les 10 prochaines années. Non, messieurs, ça ne marche pas comme ça. Si ça n'a pas marché, il n'a pas délivré la performance qu'il fallait. Il y a d'autres Congolais bien formés d'ailleurs qui peuvent faire la même chose. Et au niveau de la FEC et au niveau de la GECAMINE, pour qu'on ait renouvellement du sang, de la vision, de la façon d'approcher donc les choses. Moi, je pense que Yuma a fait son temps et ce qu'il nous a donné comme performance là, ce n'est pas ça qui va donc délivrer la RDC, même s'il reste là-bas encore pendant 30 ans. Maintenant, il y a changement de vision politique. Changement de vision politique pendant les 18 ou 20 dernières années. Moi, je pense que le Congo était à vendre. On a vendu le Congo aux étrangers avec la complicité du plus grand sommet de l'État. Et on l'a fait au vu aussi de tout le monde. Toutes ces entreprises étrangères ont donné des concessions minières comme ça. Il y avait le clan Yuma, le clan de Kabila et le clan de tous les autres. Ils ont fait cela à nous, le peuple congolais. Aujourd'hui qu'il y a changement au sommet de l'État, je voudrais qu'on puisse... Je ne dis pas qu'on va mettre tout le monde à la porte. Il faut qu'on sélectionne les meilleurs parmi eux qui peuvent continuer à travailler avec les nouveaux. Mais qu'on puisse amener aussi du sang neuf avec une nouvelle vision. C'est comme ça que les choses peuvent changer. Si on continue à garder les mêmes, on ne va jamais se développer, on ne va jamais sortir des erreurs qui ont été commises. Angèle a mentionné le cas du Botswana, par exemple, dans le domaine du diamant. Ça, c'est un cas concret d'un pays africain qui utilise très bien les ressources naturelles. Quand vous allez au Botswana, vous trouvez que le peuple botswanais, ils ont littéralement des soins gratuits. L'école est gratuite. J'ai vu combien de Botswanais envoyés aux États-Unis ou à travers donc, le monde pour aller étudier aux frais du gouvernement. Tant que vous prouvez que ce que vous voulez étudier à l'étranger ne se trouve pas dispensé donc, dans le pays. C'est un pays qui fonctionne normalement, où la gouvernance elle est bonne. Et moi, j'ai regardé la performance du secteur du diamant un moment. Je me suis dit,
Et en ce moment-là, je venais de visiter Tel Aviv en Israël. J'ai vu que Tel Aviv était très avancé, très propre. C'est comme New York. New York, mais en bien d'ailleurs, parce que c'est tout neuf. Et je me suis dit, mais Tel Aviv pouvait être comme Bujimaï ou bien Kananga. Et quand je regarde le Botswana, je me dis, mais voilà un pays qui est sur la bonne voie pour devenir comme Tel Aviv, parce qu'ils utilisent correctement les revenus des ressources naturelles pour le développement du pays. Maintenant, est-ce que nous pouvons trouver ce qu'on appelle des contrats dans le cadre de la coopération sud-sud? C'est possible. C'est une question de volonté politique. Et moi, je voudrais recommander fortement à notre chef de l'État, surtout qu'aujourd'hui qu'il est le porte-étendard donc de l'Afrique, de mettre cette expérience-là ou bien cet outil à notre avantage pour développer ce genre de coopération avec des pays comme le Botswana. Nous pouvons restructurer la MIBA ou le secteur de diamant en partenariat avec eux parce qu'ils nous ont dévancés et ils savent ce qu'ils font et ils ont utilisé ce secteur pour développer leur pays. Au lieu d'attendre que des gens viennent d'Israël pour venir nous dire ce que nous devons faire, allons chez nos frères à côté, ils sont plus sensibles à nos besoins et ils sont disposés à partager donc leur expertise que ceux qui viennent de l'extérieur et qui ont l'intention de nous maintenir donc sous leur domination éternellement. Maintenant, en ce qui concerne les recouvrements, vous avez posé la question de savoir est-ce que ça doit être rétroactif ou bien à partir de maintenant. Moi, je dirais les deux. Pourquoi? Parce que d'abord, à partir de maintenant, il faut qu'on s'assure que les erreurs du passé ne sont plus répétées. Donc, qu'on s'assure de tous les conseils, des juristes distingués pour revoir tous ces contrats-là pour que désormais, pour l'avenir, qu'on ne puisse plus revivre donc les mêmes erreurs du passé. Maintenant, est-ce que c'est possible que ce soit rétroactif? Je dirais oui. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle des cabinets qui font le redressement fiscal. On doit trouver les meilleurs juristes, les meilleurs financiers, les meilleurs comptables. Youm m'a dit que ça coûterait trop cher de recruter ces cabinets-là. Mais moi, je pense qu'il peut financer tout ça au nom de la RDC avec son propre argent dans la poche. Je ne sais pas comment il a eu ça. Donc, moi, je souhaiterais que nous puissions sincèrement considérer la possibilité de regarder donc les deux options, rétroactif, mais également à partir de maintenant, qu'on ne puisse plus refaire donc les erreurs du passé. Il y a Hank Cohen, un ami, qui a parlé de combiner les efforts avec la CPI pour ramener certaines indisciplinés à la raison. Je pense qu'il a raison. On connaît des cas comme celui de Dan Kettler, qui est notoirement connu aux États-Unis pour ce qu'il a fait à l'égard de l'économie de la RDC. Je trouve que les Américains sont plus préoccupés de notre situation à l'égard de ce monsieur-là que nous-mêmes Congolais. Et je suis sidéré de voir qu'aux États-Unis, il est blacklisted au Congo. C'est le roi pratiquement qui se promène donc sur tous les toits. Moi, je suis d'accord qu'on puisse utiliser tous les moyens, y inclut travailler avec la CPI dans la mesure de la légalité de ce qui est possible pour voir si on peut ramener certaines personnes de ce genre-là à la raison pour qu'on puisse restituer au peuple congolais ce qui lui revient. J'ai suivi la proposition faite par Dan Kettler et ces gens, où il parle de Yabiso. Je voudrais juste dire que je pense que, encore une fois, je n'aime pas beaucoup répéter ce mot-là. J'ai l'impression que nous sommes un peuple naïf. Quelqu'un qui a fait du mal à notre économie pendant des années. Au lieu donc de nous repayer ce qu'il nous doit, on nous offre des petits trucs et nous applaudissons. Moi, je voudrais que l'opération Yabiso soit analysée scrupuleusement par un certain nombre d'institutions. Nous n'avons pas une autorité de régulation du marché financier ici. Mais nous avons la Banque centrale du Congo. La Banque centrale du Congo, qui fait autorité de régulation du marché financier, devrait regarder cette opération-là, l'analyser objectivement et dire au peuple congolais est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Moi, j'ai peur que cette opération ne finisse à être une opération de blanchiment d'argent ou similaire à ce qu'on a connu les Bindo avec les My Gold Rêve et consorts là. On nous vend beaucoup de rêves mais qui ne se réalisent pas dans la pratique. Mais avant de pouvoir donner un point de vue définitif, j'aimerais une analyse objective de la part de certaines institutions, dont la Banque centrale du Congo. Et je souhaiterais même que notre Parlement, la Commission économique et financière, s'y penche. Pourquoi pas le Conseil économique et social? Parce que c'est une activité nouvelle et qui peut poser beaucoup de risques au peuple congolais en ce qui concerne la perte éventuelle donc de leurs épargnes. Il faudrait que les autorités qui encadrent ce marché puissent se prononcer pour orienter
pour orienter donc la prise de décision par le public. Maintenant, il y a eu la question qui était posée, est-ce que la révisitation des contrats miniers est une injonction venant des États-Unis pour faire la guerre à la Chine? C'est une question intéressante. Moi, je suis congolais. Et je vous ai dit tout à l'heure là que sur les 41 milliards de chiffres d'affaires réalisés par les compagnies minières, nous n'avons reçu que 2,5%. Je trouve que c'est très peu. Le Nigeria, ici à côté, ils ont une formule où toute entreprise dans le domaine pétrolier étrangère, cette entreprise peut avoir jusqu'à 49%. Les Nigérians, privés, États ou entreprises ou institutionnels, peuvent garder le reste, c'est-à-dire 51%. Je voudrais qu'on puisse renégocier les contrats pour aller dans ce sens-là. Alors maintenant, est-ce que cela c'est une injonction américaine ou bien ça vient de moi? Ça vient de moi. Mais si c'était une injonction américaine, peut-être que les Américains veulent nous aider à pouvoir nous débarrasser de certains contrats qui n'ont pas été catholiques. Le seul, là où le bas blesse, c'est que certains contrats sont signés avec les compagnies américaines. Vous avez parlé tout à l'heure de American Mineral Field, qui est basé à Arkansas. Et j'étais très gêné de cela parce que le président Bill Clinton, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais c'était pendant sa mandature que American Mineral Field a fait tous ces dégâts-là à l'économie congolaise. Donc il y a parfois des conflits d'intérêts entre l'État, il y a parfois des conflits d'intérêts entre l'État, les hommes politiques, et parfois avec les hommes d'affaires qui essayent de pousser certaines entreprises, surtout celles qui sont proches donc, de leurs États ou bien de leurs propres intérêts. Donc, que ça soit une injonction des États-Unis ou pas, je pense que nous, Congolais, on devrait prendre avantage de ça pour renégocier les contrats. Mais en renégociant les contrats, qu'on essaye de tout faire pour tirer la couverture de notre côté. Pourquoi? Parce que le peuple congolais a été désabusé. Nous voudrons donc le rétablir dans ses droits. Monsieur le journaliste, je suis un retraité de la société Perenco qui exploite le pétrole brut offshore et onshore au large des côtes de Luanda. Et je suis resté un peu sur ma soif, prof. Vous n'avez pas parlé du secteur pétrolier. Ça veut dire que là, il n'y a pas de ravage ou pas? J'ai suivi une fois à la télévision, il y a un travail qui a été fait au niveau du ministère des hydrocarbures pour identifier les blocs pétroliers. Ce qui a été fait, il y a même un document qui est sorti à ce sujet. Et il y a des appels d'offres qui ont été faits. Et lorsque les investisseurs vont venir pour exploiter dans ces blocs, que va-t-on faire? Va-t-on se comporter comme les Yuma et les autres dans le secteur pétrolier? C'est ça ma question. Saluer l'auditoire et remercier les éminents professeurs et aussi monsieur l'ADG. J'ai une petite préoccupation par rapport au principe oui ou gagnant-gagnant. Je voudrais savoir c'est dans quel contexte que vous le dites et que même le chef de l'État l'a dit. Parce que je sais que le principe oui ou gagnant-gagnant c'est un élément de politique étrangère chinois qui veut dire la part suffisante, la part qui satisfait. Je prends en exemple des contrats chinois. Les Chinois ont eu aux alentours de 60% et nous on a eu aux alentours de 30%. Et le Chinois dit que c'est ça, le oui. Donc nous nous contentons de ce 30% là parce que c'est la part qui nous suffit. Je voudrais un éclairage de la part des professeurs. Ensuite, j'ai une petite proposition par rapport à ce que le président de la République a fait, son excellence, lorsque vous parlez de la volonté politique. J'ajoute, je suis d'accord pour cette volonté politique et je voudrais aussi qu'il y ait des moyens humains, militaires, stratégiques, économiques, etc. Parce qu'il s'agit des intérêts. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser au
professeur Tchani. Par rapport, pour compléter, notre ami qui venait de passer avant madame. Je voudrais lever ici la question de raffinerie de pétrole. À ceux qui vont négocier ce contrat-là, j'aimerais qu'on puisse vous éclairer sur cette histoire. Parce que notre pétrole est pompé sans merci et il va aux États-Unis. Et je crois que le peuple ne se retrouve pas. Si on demande aujourd'hui le bilan, je ne sais pas si vous l'avez. Ce pétrole-là de Mwanda contribue à quel pourcentage dans notre budget? Nous voulons épingler également la question du code forestier. Je crois qu'il mérite aussi d'être révisité. Parce que le peuple, à l'ouest ici, ne se retrouve pas. Je me rappelle quand il y a eu guerre de 6 jours à Colombie. Nos amis français sont venus à la rescousse. Cette armée-là, une partie s'occupait des rebelles, tigres, pour les éloigner de la ville. Et notre partie s'est occupée à casser les dépôts des réserves géologiques. Et ces minéraux-là n'ont pas été écoulés sur place. Ils ont pris la direction que eux-mêmes savent. J'aimerais qu'il y ait des enquêtes, parce que maintenant nous sommes au temps du réveil. Le peuple congolais ne peut plus assister à des donneurs de leçons qui montrent à la face du monde que nous sommes des... Excusez-moi. Des moins hommes. Oui, pour Arachéry, j'avais souhaité que s'il y avait moyen que l'on puisse créer des commissions pour étudier cette question-là, des pillages qui ont été opérés par l'armée française à Colombie lors de la guerre. Notre pays est gâté par Dieu lui-même. Nous avons des minéraux que nous, jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas à quoi ça sert. Nous avons l'écologie, l'Ikasi, Kambovi, Kikuchi, dont on ne parle même pas. Je voudrais tout simplement appuyer la dernière vision du président de la République qui veut créer, favoriser l'exploitation artisanale des minéraux. Je vous remercie. Juriste d'entreprise et auditeur. Dans un premier temps, je voudrais bien féliciter M. Freddy Moulomba, que je suis très souvent pour la plupart de ces événements et organisations pareilles. Mais c'est à lui que je voudrais adresser une petite question. Parce qu'en organisant de telles cérémonies, en regardant dans l'auditoire, je ne sais pas si nous avons des décideurs. Je félicite la présence de Son Excellence le ministre Modeste Moutine, parce que c'est la conséquence directe du bradage qui touche à son ministère, c'est le social du peuple. Félicitations qu'il soit. Mais, M. Freddy, comment pensez-vous atteindre les décideurs pour que
ces réflexions, ces heures que vous prenez à cette population, à ces pauvres citoyens qui vivent avec le moins de $1 que vous dénoncez, puissent les atteindre, afin qu'il puisse y avoir des changements. Ça, c'est une préoccupation. Parce que là, vous nous remuez la plaie avec un couteau. Pour nous dire que voilà, vous êtes venus dans cette salle et vous vivez avec moins d'1 $ par jour. Mais ceux qui négocient ces contrats-là, ceux qui bradent les richesses, ne sont pas ici. J'aurais bien voulu que dans les prochaines réunions, que vous preniez le temps d'inviter les ambassadeurs, parce qu'ils ont leur pays représenté ici, les membres du gouvernement, qu'ils soient présents. C'est très important. Comment pensez-vous aussi, il est important de constater pour notre pays les échecs que nous avons reçus de la politique du militantisme. Nous avons dans ces pays ici des gouverneurs qui savent à peine lire et écrire. Mais comment vous voulez qu'un gouverneur d'une province qui regorge des minéraux puisse en savoir l'importance? Soyons sérieux nous-mêmes aussi. Excusez-moi, monsieur le professeur Moïse, mais ceux qui ont détruit l'élite, c'est vous, monsieur le professeur, je ne vous pointe pas du doigt, je connais vos mérites. Je connais personnellement vos mérites, parce qu'à l'époque, vous nous avez reçus encore étudiants à l'université de Kinshasa. On a eu des problèmes et nous nous sommes entretenus dans votre bureau, donc je connais vos mérites. Mais permettez quand même par vous que je pointe le doigt du professeur que vous êtes. Ceux qui ont exploité les sexes pour 2 points, c'est vous les professeurs. Ceux qui ont vendu les syllabus pour 2 points, c'est vous les professeurs. Mais vous vous retrouvez dans des réunions comme les membres du gouvernement qui détournent et qui viennent dans le conseil des ministres. Vous vous retrouvez dans des réunions. Et à ce que je sache, parmi vous, il y en a même qui savent que tel professeur, Chilo Momukuna, utilise les filles dans son bureau. Mais vous ne les dites pas quand vous êtes même entre vous. Mais comment vous voulez demander aux étudiants de lire quand les moins intelligents passent des promotions parce qu'il y a un étudiant qui transporte la mallette? Parce qu'il y a un étudiant qui transporte la mallette du professeur et il distingue. Il devient assistant. Et l'intelligent qui coûte le professeur parce qu'il le fait bloquer. Excusez un peu entre guillemets le terme bloquer, le professeur qui enseignait et l'étudiant a posé une question. Le professeur ne sait pas répondre, il est souvent. Comment vous voulez encourager ces étudiants-là à lire? Et puis dire que les Congolais ne lisent pas. Mais tout le monde n'a pas besoin d'être professeur. Vous voulez demander à un Quato pour qu'il mange bien chez lui, pour qu'il vive bien chez lui, qu'il lise. Non, l'élite doit lire. Les livres, c'est fait pour l'élite. Peut-être que nous sommes. Mais la vie, le minimum, le social, c'est pour tout le monde. L'élite fait votre travail. Et laissez le Quato vivre sa vie de Quato. Encore peut-être pour citer la guerre entre les USA et la Chine. Mais si moi je suis père d'une jolie fille et qu'il y a un diamantaire, et je ne sais pas moi, un milliardaire qui circule autour de ma parcelle pour ma fille, mais tout ce que j'ai fait moi, je les observe. Et j'attends celui qui donne le meilleur des propositions. C'est simple. Mais ce qui nous déçoit, c'est quoi? C'est qui représente les pays dans ces assises-là. Aussi, pour finir, nous avons parlé des bradages des minéraux. À l'heure actuelle, je pense que nous avons déjà tout bradé. Yuma a tout bradé avec son ami ou son jeune frère Kabila. Où est la place de l'eau? L'agriculture? Pourquoi nous ne pouvons pas tourner nos regards vers l'eau, l'agriculture, ce qui peut nous aider à remonter notre économie? J'ai dit que je vous remercie. Il a brossé littéralement toutes les questions en y donnant des réponses que je trouve très appropriées. Je voudrais juste à titre de complément revenir sur quelques questions et donner mon point de vue là-dessus.
en commençant par Perenco. Monsieur Jonas a dit que dans la discussion de ce matin, on n'a pas du tout touché au secteur pétrolier. Est-ce qu'il n'y a pas bradage? Bien sûr qu'il y a bradage. Il y a bradage dans toutes les ressources naturelles de la RDC, que ce soit les mines, le pétrole, le bois, dans le domaine agricole, dans tous les secteurs, il y a eu bradage de nos ressources naturelles. Il s'est fait juste que la présentation de ce matin, on réagissait au propos d'Albert Yuma qui s'est focalisé sur les mines. C'est pour cela qu'on a centré notre intervention là-dessus. Et particulièrement dans le secteur pétrolier, je pense que notre pays a encore une fois de plus manqué de vision. Vous savez, quand vous regardez ce qui se passe aux frontières de la RDC, on nous prend comme des dindons de la farce. L'Angola, du côté de Moanda, exploite les réserves pétrolières qui se trouvent dans le bassin commun entre l'Angola et nous. Et nous, on a assisté à ça, on dirait hypnotisé, sans quoi que ce soit. On aurait dû, à la rigueur, trouver donc des contrats de partage de production, trouver donc des mécanismes pour qu'ils gagnent un peu et qu'on gagne aussi. Mais on a laissé l'Angola exploiter pendant des années toutes ces ressources pétrolières-là. C'est la même chose qui se passe, doyen Émile a mentionné tout à l'heure, le gaz méthane dans le lac Kivu. Mais il y a aussi du côté, c'est le lac Edouard ou bien Albert. Le lac Albert entre l'Ouganda et nous, c'est la même situation. Donc, moi je pense que tout cela fait partie du manque de vision pour le développement de notre pays qui nous a caractérisés pendant très longtemps. Et surtout pendant les 20 dernières années, je pense que nous avons juste fermé les yeux pendant que les étrangers prenaient avantage donc de nos ressources naturelles. C'est pour cela d'ailleurs, je voudrais vous dire que je propose une loi qui pourrait verrouiller l'accès à la présidence de la République en la réservant exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Parce que je considère que la sensibilité à certaines de ces questions-là, c'est une question il y a une fibre nationaliste qu'on doit avoir. Et on ne peut pas l'avoir si on n'est pas 100% congolais. Je sens une grande différence aujourd'hui quand je vois le président Félix Antoine Tshisekedi parler marcher. Je sens qu'il est 100% congolais. Et je veux que dans l'avenir, qu'on ait des dirigeants qui s'inscrivent dans cette logique-là pour que nous puissions toujours mettre les intérêts du peuple congolais avant toute autre considération. Maintenant, Madame Kabangu a parlé de contrat win-win, ce que ça voulait dire. Et j'ai compris la réponse que le doyen Émile a donnée là-dessus. Moi, j'aurais souhaité, quand on négocie des contrats avec des pays extérieurs, qu'on garde à l'esprit que nous sommes dans une situation, je ne dis pas de monopole, mais nous mettons sur la table ce que beaucoup d'autres pays ne peuvent pas mettre sur la table. Ces firmes-là se disputent pour venir chez nous, pour qu'on les accepte. Nous devons être à mesure d'imposer notre volonté. J'ai vu le Nigeria, dans le domaine du pétrole, je crois que je vous ai dit tout à l'heure, quand on négocie les contrats, et je pense même que c'est une loi, quand on négocie les contrats dans le domaine du pétrole au Nigeria, au départ, les firmes étrangères, y inclut les firmes américaines comme Exxon, comme Texas Mobil, toutes ces compagnies-là, quand elles viennent au Nigeria, elles savent au départ que le gouvernement nigérien ou le parlement nigérien a mis en place une loi qui réserve 51% du capital de la société à créer au Nigeria aux intérêts nigérians. L'intérêt nigérien étant défini comme étant les privés, les institutions ou l'État nigérian. C'est ainsi que vous avez des milliardaires nigérians. Les Tony Olumelu, les Dangote, Wadangote, tout ce monde-là, les Abiola, ils ont pris avantage de cette réglementation qui force les compagnies étrangères à travailler en partenariat avec les locaux, quitte à leur prêter de l'argent pour qu'ils deviennent actionnaires avec eux dans les activités donc à mettre en œuvre. Donc nous devons être imaginatifs pour mettre les Congolais
ou les intérêts congolais sur la table dans les négociations avec les étrangers. Mais je ne définis pas simplement les win-win en termes de pourcentage. Je définis les win-win aussi en termes de ce que nous voulons, nous, Congolais, réaliser de ces partenariats-là. Moi, je peux définir 3 ou 4 objectifs à réaliser. 1, il faut qu'on crée des emplois pour nos gens. Ce n'est pas normal qu'on ait un pays avec toutes ces ressources-là et nous avons 85-90% de la population au chômage. Donc, notre priorité des priorités, quand nous négocions des contrats avec des firmes extérieures, c'est combien d'emplois seront créés dans le pays. Si vous venez, vous nous donnez 60% donc de l'actionnariat, mais qu'à la fin de la journée, tous les emplois seront créés donc en Chine et que nous, ici, on reste avec des emplois minimes, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons avoir un impact sur le marché de l'emploi. Tous les étudiants qu'on forme là, on va les utiliser comment? C'est quand on va créer des emplois. 2, il faudrait maintenant que ces contrats nous permettent de participer à la production nationale, c'est-à-dire à transformer nos matières premières en produits semi-finis, produits finis. Si vous venez et vous voulez vous impliquer dans la production d'un secteur particulier, dans les mines, dans le pétrole, ainsi de suite, et que vous présentez votre proposition qui indique que vous allez transformer localement nos matières premières en produits finis, par rapport à celui qui veut juste acheter et puis transporter, amener chez lui, on devra donner priorité à celui qui veut transformer localement. J'étais directeur résident de la Banque mondiale un moment au Tchad. Et avec le président Déby qui vient de mourir, c'était à l'époque, on était en train de parler de la raffinerie. Parce que le Tchad avait commencé à produire du pétrole, mais on mettait tout le pétrole dans les bateaux, on amenait ça à l'extérieur. Il m'avait dit, écoutez, nous voulons avoir une raffinerie ici. On a commencé à travailler sur le projet de raffinerie et aujourd'hui, une portion importante du pétrole tchadien est raffinée sur place donc au Tchad. C'est ça qu'on appelle avoir la vision. Si vous ne demandez pas, Congolais, nous les Congolais, si on ne demande pas cela dans les relations avec les firmes extérieures, on nous prend toujours comme des aveugles qui ne savent pas ce qu'ils font et eux, ils ne vont pas nous donner ce que nous n'avons pas donc réclamé ou demandé. Donc c'est nous qui devons mettre cela dans notre vision de développement et dans toutes les négociations que nous avons pour signer des partenariats ou des contrats avec des firmes extérieures. Mettre nos priorités à nous, ces gens-là devront s'aligner sur ce que nous voulons. Et moi, je suis parfois un peu brutal, de temps en temps. Je peux vous dire que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, nous allons pouvoir trouver d'autres personnes parce que nos réserves là, des matières premières, elles sont ici, elles sont convoitées par qui? Par les Chinois, les Américains, les Européens, les Australiens et consorts. Donc si vous partez, les autres vont venir. Donc je ne dis pas qu'on doit toujours utiliser ce genre de langage là, mais il faut garder à l'esprit que nous avons aussi donc des options dans les discussions avec ces firmes internationales. Maintenant, en ce qui concerne les professeurs d'université qui maîtrisent la théorie et la pratique, mais n'arrivent pas à changer les choses dans la réalité. Et le compatriote qui a mentionné, M. Lukeso, je crois, il a donné l'exemple du professeur Ilunga Ilunkamba en tant qu'ancien Premier ministre. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Ilunga Ilunkamba. Mais je dis toujours que, encore une fois, voici une situation où on peut dire, est-ce que c'était la meilleure personne pour ce poste-là? Est-ce qu'on avait mis la meilleure? Est-ce qu'on devient Premier ministre simplement parce qu'on a été professeur? Ma réponse est celle-ci. Il faut connaître la personne, ses compétences, savoir d'où il vient et connaître sa performance antérieure. En ce qui concerne le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, il était directeur de Copirep. Il gérait la restructuration des entreprises publiques. Dites-moi une seule entreprise publique qui a été restructurée avec succès pendant qu'il était là. Et vous lui donnez la promotion basée sur quoi? Deuxièmement, quand il a quitté le Copirep, il est allé à la SNCC. Vous savez dans quel état il a laissé la SNCC? Combien de mois d'arriéré? Et on lui a donné la promotion basée sur quoi? Donc, chaque fois que nous allons dans ce genre de choses-là, et on y met du provincialisme, du tribalisme, des partis politiques, le Premier ministre doit venir de tel coin, de ceci, de cela, on aboutit à la mauvaise utilisation des ressources humaines. On a eu la primature qui était paralysée pendant 2 ans parce qu'il n'était pas à mesure de bouger. Donc dans l'avenir, l'homme qu'il faut,
à la place qu'il faut et qu'on regarde d'où il vient et ce qu'il a eu comme performance avant de lui donner une autre promotion. Maintenant, pouvons-nous projeter le Congo 30 ans, 40 ans dans l'avenir? Mais bien sûr que oui. Et c'est pour cela que moi, je vous ai proposé le plan Marshall. Vous vous rappelez? Au début, d'ailleurs, quand j'ai conçu le plan Marshall, c'était pour 30 ans. Mais en le présentant aux Congolais, aux compatriotes, ils m'ont dit, mais dans 30 ans, je serai mort. Alors, pourquoi est-ce que vous nous parlez donc des politiques qui sont si éloignées? C'est comme ça que j'ai ramené ça donc à 15 ans. Mais je suis convaincu qu'avec les ressources naturelles que nous avons, avec la taille de la population que nous avons, nous sommes capables de travailler rapidement pour arriver à réaliser ces objectifs donc dans 15 ans. Et là-dessus, j'ai bien noté la demande de l'UNIKIN. Et je parle ici sous la gouverne du doyen de la faculté des sciences économiques. La demande est que nous puissions présenter le plan Marshall à l'UNIKIN. Et nous nous sommes disposés. Doyen, la balle se trouve dans votre camp. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas? Il y a eu des problèmes de gestion dans notre pays. Il faudrait que nous ayons encore une fois de plus une stratégie globale de gestion du pays. Cette stratégie à long terme qui projette où nous voulons aller secteur par secteur et qui donne des orientations de ce que nous devons faire pour éviter les erreurs du passé, mais également développer le Congo au profit de tous. Je pense que c'est cela ma contribution sur les réponses déjà très complètes que le doyen avait données aux questions qui étaient soulevées. Je vous remercie. JijiLink, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur JijiLink, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur JijiLink et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres JijiLink de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement BNB, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur JijiLink. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. JijiLink vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.jijilink.com. Messieurs, dames, Tanguy Koki.